Salut les gars, bonjour et comme j'avais promis, je vous passe la vidéo où il y a toute la configuration networking et high availability. Donc dans cette vidéo, on va voir la construction, comment construire une infrastructure réseau et la création d'un S3 bucket. Et on va créer cette high availability avec une image qu'on va configurer, et de cette image on va créer un launch template. À partir de cette launch template on va créer un load balancer qui va être attaché à une va être lié à une target group, et sur cette target group on aura une autoscaler. Cette autoscaler, ils seront deux et ils vont nous donner la possibilité de faire le déploiement Canary et Blue Green. Donc voilà ce qu'on va faire dans cette petite vidéo. Je vais essayer d'expliquer ce qui est Blue Green et ce qui est Canary Deployment. Donc voici ce qu'on va commencer par construire notre infrastructure réseau. Donc voici ce qu'on va construire. C'est normal, on va avoir un VPC, ce qu'on avait déjà fait en salle. On va avoir un VPC, et dans cette VPC on va avoir deux subnets, c'est-à-dire le subnet public et le subnet privé, et on va avoir deux EC2 dans le subnet public. Le premier EC2 sera notre serveur, là où il y a notre site web, et le deuxième EC2 va nous servir comme une bastion. À partir de là, maintenant on va avoir le deuxième subnet, là où il y a le troisième EC2. Ici ça va être peut-être notre database, notre DB. Et maintenant on va voir comment configurer tout ce système en sorte que il y aura un accès seulement de cette DB à partir de ces subnets. Donc personne ne peut pas avoir accès à cette DB si il n'est pas dans ces subnets. Et dans ces subnets on va placer le bastion. Dans cette bastion on va donner accès seulement au database engineer ou DB database administrator. Donc voilà la configuration qu'on va faire. Donc on va commencer par créer le VPC, créer le subnet, créer les route tables et créer le internet gateway. Allons créer tout ça. Ok. Allons d'abord dans VPC. On cherche VPC. Et on clique sur VPC. Et on va créer un VPC, créer VPC. On choisit VPC only. Je vais mettre ça CLI VPC. Et je vais donner son CIDR qui sera 10.15.0.0/16. C'est tout à ce niveau. Et je vais la créer. Maintenant je vais créer un subnet. Je viens ici, subnet est toujours en bas. Quand vous voyez le VPC, subnet est toujours en bas. Je clique sur subnet. Quand vous créez un VPC, il y a toujours dans votre région, il y a toujours des subnets qui sont par défaut. Donc on n'utilise pas cette subnet, et parce que tous ces subnets ils sont vraiment les subnets publics et ils ne sont pas sécurisés. Donc on va créer pour nous. Donc créer subnet, et ici on va créer notre subnet. Il faut toujours choisir le VPC que vous voulez créer votre subnet, et vous descendez le nom de subnet. Je vais mettre ça private subnet.
Et ok, ici, là où on doit choisir Availability Zone. Quand on va venir au niveau de création de auto-scaling, ça va nous déranger. Donc, dans le private subnet, il faut créer le premier subnet dans le US West 2A et le deuxième subnet dans le 2B. Les deux doivent être les subnets dans les zones différentes. Il faut faire attention avec ça. Donc, je vais créer le premier dans le 2A subnet. Et je descends, je choisis le CIDR de subnet qui est 10.15.0.0/24. Et je vais créer ce subnet. C'est un subnet privé, donc lui, il est créé automatiquement privé. Donc, quand on crée un subnet, il vient déjà automatiquement, il vient privé. Alors maintenant, je vais encore créer maintenant le subnet public. Je crée ça dans mon VPC et je vais donner le nom de ce subnet. Il sera public subnet. Et je vais choisir maintenant le US West 2B parce que j'avais créé le premier à 2A, le deuxième sera à 2B pour que mon load balancer va bien fonctionner. Je descends, je choisis le CIDR. CIDR veut dire class interdomain range. Il sera 10.15.1.0/24. Et je clique Create Subnet. Ok, on est dans quel niveau? On a créé un VPC, cette VPC. On a créé le subnet privé, on a créé le subnet public. Maintenant, il faut rendre ce subnet public. On a seulement créé le subnet, on n'a pas encore fait ça public. Comment faire? On revient sur cette subnet. C'est un subnet public, on clique sur ça, on passe sur Action et Edit Subnet Settings. On vient sur Enable Auto Assign Public IP4 Address. On descend, on clique sur Save. Maintenant, notre subnet est public. Si vous ne faites pas ça, votre subnet, même si vous avez nommé ça public, ça va toujours rester privé. Ok, on est dans quel niveau? On a déjà créé les deux subnets. Il faut maintenant créer un Internet Gateway qu'on va lier à notre subnet. On va créer notre Internet Gateway. On descend. Voilà, Internet Gateway. Tout est en bas. Tout est dans le rubrique de VPC. Internet Gateway. On clique sur Internet Gateway. Quand vous créez un VPC, il y a une Internet Gateway qui vient par défaut. On ne va pas utiliser ça. On va encore créer pour nous. Je vais nommer ça CLI Gateway, Internet Gateway, et je vais la créer. Maintenant, après avoir créé cette Internet Gateway, il faut lier ça directement à votre VPC. Donc, vous cliquez sur cette action et attache to VPC. Et maintenant ici, vous allez chercher votre VPC ici, cliquez sur ça, le VPC va sortir. Vous allez maintenant cliquer sur VPC et attache sur VPC. Ça y est, c'est bon. Maintenant, on va créer notre route table. Voilà là où on est. On est en train de créer maintenant le route table. Ok, la création de ce route table. On clique sur route table. On va créer le route table. Il y a un route table qui existe par défaut, on n'utilise pas ça. On va créer pour nous route table. On va donner le nom de route table. Il sera CLI route table. Et on va choisir cette VPC. Notre VPC, il est là. Et maintenant, on descend. On va créer notre route table.
le route table est créé. Donc, on doit lier ça avec quoi? On doit lier le route table avec et le Internet Gateway et le public subnet. Donc, revenons sur le route table. On passe sur Action, Edit Subnet Association et on va lier ça sur Public Subnet, pas Private, sur Public. On va associer le route table sur Public Subnet et on va faire Save Associations. Maintenant, il est lié avec le subnet. On doit encore lier ça avec le Internet Gateway parce qu'on doit lier ça deux fois. Il y a une liaison avec le subnet et une liaison avec le Internet Gateway. Il faut qu'on fasse ça. Maintenant, on revient sur Action. On descend sur Edit Route. Donc, Edit Subnet Association, c'est lier ça avec subnet. Et Edit Route, c'est lier ça avec le Internet Gateway. Il faut mettre ça dans la tête. Maintenant, ici, on va ajouter Add Route. On ajoute le route. On choisit le Internet Gateway. Et on clique ici. Si vous choisissez le Internet Gateway, vous devez cliquer ici pour voir votre Internet Gateway. Et maintenant, vous allez lier ça sur l'Internet. Voilà ça, lié sur l'Internet. Et cliquez ici, Save Changes. C'est complet maintenant. L'infrastructure, l'architecture est bon. C'est déjà créé. Tout est déjà créé. Maintenant, on doit créer deux machines ici. Un va servir comme un bastion. Le deuxième va servir comme un serveur. Et ici, on va créer une machine qui va servir comme le database. Donc, allons commencer par le public subnet. On va créer le premier machine qui sera notre serveur dans le public subnet. Ok, on revient sur EC2. Et on parle en instances. Maintenant, on va launch instances. Ici, je vais nommer ça CLI server. Je vais descendre, je vais utiliser Ubuntu. Je vais descendre. Je vais laisser ça comme T2 Micro et descendre. Je vais utiliser mon key pair qui est déjà là. Je n'ai pas un key pair ici, donc je dois créer un key pair ici. Ok. Je vais nommer mon key pair. Et je vais la créer. Je vais copier cette key pair et je vais mettre ça là où il y a toutes mes key pairs. Si vous avez déjà un key pair, c'est bon pour vous. On n'a pas encore à partir créer le key pair. Ok, j'ai déjà sauvegardé mon key pair. Je descends, je continue. Donc, j'ai choisi mon key pair qui est le key pair que je viens de créer maintenant. Maintenant, dans le networking, je vais choisir là où je dois créer mon serveur. Je clique sur Edit et je vais cliquer ici pour choisir mon VPC. Excusez-moi, je suis pas là, je suis pas dans la région là où j'ai créé cette VPC, donc je dois changer la région. Actuellement, j'ai créé mon VPC à Oregon,
Et maintenant, je vais venir créer le instance à North Virginia, ce qui n'est pas normal. Donc, je dois rentrer à Oregon pour créer cette machine. Donc, pour faire ça, je dois changer ici. Il doit être à Oregon. C'est pour ça que je n'ai pas vu mon keeper. Ok, on va créer ça à Oregon. On est sûr qu'on est à Oregon. On va commencer. On va recommencer CLI server et Ubuntu et T2 Micro. Ici, on va choisir le keeper. Évidemment, j'ai déjà un keeper ici. On descend. Ici, je vais choisir maintenant mon VPC. Je clique sur Edit. Je cherche mon VPC. Et voilà mon VPC qui est là. C'est le VPC. Je suis en train de créer le public server. Donc, ça doit être dans le public subnet. OK. Maintenant, je descends. Je dois créer le security group de cette subnet. N'est-ce pas? Donc, pour créer cette security group, je dois laisser combien de ports? C'est un serveur. Donc, je dois laisser le port HTTP et le port SSH. Je laisse le port SSH seulement pour installer, pour déployer mon application, mais généralement, je ne vais pas ouvrir cette SSH port si je n'ai pas besoin de faire une SSH. Donc, je vais nommer cette security group public server security group. C'est le nom que j'ai donné à cette security group. Et maintenant, je vais descendre. Je vois SSH. Je vois SSH ici qui est déjà sélectionné par défaut. Anywhere qui n'est pas normal parce que généralement je dois donner cette SSH seulement à moi-même parce que je vais installer les données dedans. Donc normalement SSH doit être seulement à mon IP address parce que c'est moi qui vais installer les choses dedans. Je descends et je donne maintenant add security group rule. C'est un serveur, donc je dois ajouter quoi? HTTP qui est là. J'ajoute HTTP et je mets maintenant HTTP from anywhere. Donc HTTP est accessible de tout endroit confondu. Et je descends. Voilà les configurations à faire sur un serveur. Il doit avoir HTTP qui est accessible everywhere et il doit avoir SSH à qui doit faire SSH dans ce serveur. OK? On descend. Tout est bon pour moi. Je vais lancer cette machine. Le deuxième machine que je vais créer va être le database. Je vais partir dans Instance. Ma machine est en train de se lancer. Launch Instance. Et je vais mettre ça CLI Database. Je descends. Choisis Ubuntu. Je descends. Il y a T2 Micro. Il y a notre keeper qui est déjà là. Je vais utiliser le même keeper partout. Et on doit choisir le VPC. Et on va choisir le subnet qui doit être, c'est une database, donc ça doit être dans une
private subnet. Voici public, voilà private. Je descends, je vais créer sa part de security group. Et dans sa part de security group, il y a quoi dedans? Je vais mettre DB security group. Et maintenant, on va ouvrir combien de portes et pour quelle direction. On va ouvrir la porte SSH, mais ça ne sera pas la source anywhere. Dans le database, voici ce qu'on veut faire. Dans cette database, on va ouvrir la porte seulement aux instances qui sont dans cette subnet. Donc, on va ouvrir cette porte seulement au public subnet. Vous voyez? Donc, pour mettre quoi? On va donc mettre le CIDR de cette public subnet dans les portes comme source. Donc, ici, source, on va mettre custom. Et dans custom, on va mettre le CIDR de notre public subnet. Le CIDR, c'était quoi? C'était 10.15.0.0/24. C'était notre CIDR de public subnet. Pour vérifier, vous pouvez toujours faire ça, que cette CIDR c'est vraiment ce que vous voulez. Il faut vérifier le subnet et voir si vous avez cette CIDR public subnet. Ok, c'est plutôt 10.15.1.0/24. Donc, il faut toujours vérifier. On revient, on change ça, clic 0, on change 10.15.1.0/24. Voilà ce qu'on a comme CIDR. Si vous faites une erreur ici, vous n'aurez pas l'accès à votre database. Ok. On descend et on va créer notre database. Ok. Et le dernière machine à créer, c'est le Bastion. La dernière machine à créer, c'est le Bastion. On va lancer Launch Instance. On va créer notre Bastion. CLI Bastion. Et dans cette Bastion, on va utiliser l'image Ubuntu et T2 Micro est bon. Le key pair qu'on va utiliser, c'est le même key pair. Et on va mettre cette Bastion dans une public subnet. Bastion sera dans une public subnet. Subnet public, oui. Et maintenant, on descend. On va créer un security group de ce Bastion parce que ces portes doivent être différents. Donc, on doit donner le porte seulement à une DBA. Donc, on va mettre Bastion Security Group. Et dans cette groupe, on va ouvrir quelle porte? Il y aura SSH, mais cette SSH ne sera pas de anywhere. Cette SSH sera seulement de le IP de DBA. Donc, vous allez choisir si le DBA ce n'est pas toi, il faut donc faire mais custom et vous allez mettre le IP de cette DBA /32. Si vous voulez donner accès à une seule personne, vous allez mettre /32. Vous voyez, c'est-à-dire c'est seulement le DBA qui va avoir accès à cette Bastion. Donc, si comme c'est moi-même qui va avoir accès, je vais mettre
mon adresse IP que vous allez voir /chang2 qui est là-bas. Donc n'oubliez pas de mettre après le IP de DBA, il faut mettre /chang2 pour dire que c'est seulement le DBA qui va avoir accès à le bastion. OK, et on finit, on fait launch instance. Il y a une question. Pourquoi on ne pourrait pas créer, regarde, si je viens ici comme ça, c'est possible que je dis launch instances et au lieu de mettre un number of instances, au lieu de mettre 1, je vais une fois mettre 3. Pourquoi pas faire? Seulement parce que toutes les instances qu'on va créer, on va configurer leur security group qui est différent. Donc si on crée toutes les instances avec le même security group, ça ne va pas donner. Ça veut dire on n'a pas bien configuré notre sécurité. Donc on ne peut pas créer toutes les 3 instances et vous ne pouvez pas créer toutes les 3 instances dans les subnets différents. Je n'ai pas encore vu cette possibilité avec le console. Donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas créer toutes les 3 instances au même moment. OK, nos instances sont déjà lancées. On a les 3 instances, le serveur, le bastion et le DB. Qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, on doit, pour faire en sorte que notre schéma soit complet, on va installer on va déployer un site web ici. On va déployer un site web ici et faites en sorte que le site web là est accessible. Dès que le site web est accessible et c'est bon, on va essayer de faire le SSH, d'avoir accès au database sans passer par le bastion. Si on réussit à entrer dans le database sans passer par le bastion, ça veut dire qu'on n'a pas une bonne sécurité. Ça veut dire ce qu'on a fait, on n'a pas bien fait. Mais si la seule manière d'avoir accès à cette database, c'est de passer par le bastion avant d'arriver dans cette database, ça veut dire qu'on a réussi. Donc tout d'abord, il faut qu'on installe le site web ici. Avant d'installer le site web, on doit installer le serveur qui est le web server qu'on va utiliser Apache. Donc on doit faire SSH dans cette serveur pour installer Apache. Comment faire ça? Notre key pair se trouve dans un dossier. Donc vous allez partir là où vous avez gardé votre key pair et clic droit là-bas, ouvrir Git Bash là-bas. Une fois que Git Bash est ouvert, vous pouvez maintenant copier votre link qui est quoi? CLI server. Voilà le serveur qu'on va installer et clique sur connect et copier ceci. Venez dans votre Git Bash, vous allez coller ça là-bas et exécuter. Et vous êtes dans votre database. Maintenant, je vais partir comme admin. Maintenant, en tant qu'admin, je vais faire les mises à jour. Après avoir fait cette mise à jour, je vais installer Apache. Apache est installé. Maintenant,
je vais partir là où Apache est installé. Pour montrer que Apache est installé, on sait comment on peut voir ça. Peut-être il y a certains qui voient ça qui n'ont pas dans la formation. On peut partir regarder. On prend notre public IP qui est ceci. Et on va mettre ça ici. Ok, Apache est bon, bien installé. Maintenant, on va enlever le page par défaut. On va partir dans var, là où c'est installé. Et on va enlever la page par défaut. Maintenant, c'est bon. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut cloner le site web. Vous pouvez venir dans le site web et on peut trouver ça dans mon GitHub, dans mon repo GitHub. Ça doit être vous allez vous donner le lien. Je vais prendre cette application, Lore App, et vous allez prendre le code pour cloner. Vous revenez ici, vous faites git clone et ok, clair. Maintenant, si on revient, vous faites une ls ici, vous allez voir git Lore App, et si vous faites le cd dans Lore App, vous allez voir toutes les fichiers de cette site web. Maintenant, vous revenez ici, vous faites le refresh et vous mettez /Lore App. Maintenant, notre site est déployé et c'est déjà disponible. Ok, qu'est-ce qu'on a fait? On a déployé un site et le site est disponible. Ça veut dire on a réussi là-bas. On a réussi à quel niveau? On a réussi à déployer le site web ici et montrer que notre route table et internet gateway fonctionnent très bien. C'est pour ça qu'on peut voir notre site. Donc la configuration ici est bonne. Maintenant, cette autre configuration, avoir accès à cette database. D'abord, on va essayer de prendre seulement la lien de cette database et voir si on peut avoir accès. Le key pair de cette database se trouve ici. Donc, je vais encore ouvrir git bash ici. Et maintenant, je vais partir dans le database ici et pas dans instance. Et je vois database qui est là. Je sélectionne database d'abord. Je passe sur connect. Et je prends la lien de cette database. Et je reviens sur git bash. Je vais essayer de connecter directement. Là, maintenant, on ne peut pas connecter à notre database. La raison est parce que nous ne sommes pas dans le subnet où il y a accès à cette database. Donc, pour avoir accès à cette database, il faut qu'on soit dans le subnet. Donc, pour entrer dans ce subnet, on doit faire le SSH d'abord à partir de Bastion. Donc, il faut plutôt copier la ligne de Bastion. Voici notre Bastion.
Connect. On peut connecter sur le bastion parce qu'on avait donné accès à notre adresse IP. Donc, on clique ici. Maintenant, yes. On est maintenant connecté dans notre bastion. Maintenant, à partir de cette bastion, la question est, est-ce qu'on peut directement connecter avec à notre database? Si c'est possible, on va cliquer sur Connect et on prend ce lien, on vient ici et on fait sudo su et on clique ici et on va essayer de connecter. On dit yes, ça va refuser. Permission denied. Pourquoi ça a refusé? Ça a refusé parce que pour se connecter avec cette bastion, on avait une key pair. Il y avait un key pair dans notre machine. On avait une key pair dans notre private machine. C'est le key pair que j'ai stocké ici comme ça. Il faut le key pair là dans notre private machine pour connecter dans cette bastion. Donc maintenant, le key pair ici, c'est le key pair de quelle machine? C'est le key pair de bastion. Vous voyez? C'est le key pair de bastion. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit avoir le key pair de database dans le bastion. Il faut qu'on ait le key pair de database dans le bastion. Donc, comment on va faire ça? Donc, il faut copier, il faut essayer de créer le key pair de cette database dans le bastion. Il faut essayer de créer le key pair de cette database dans le bastion. Donc, on doit avoir aussi un key pair dans cette bastion comme ça. Et le key pair, cette key pair, ce sera le key pair de database. Si on n'a pas cette key pair, on ne peut pas avoir accès. Ok? Donc, comment avoir cette key pair dans cette bastion? Il y a deux manières de faire. Mais moi, je fais toujours une manière de recréer le key pair. Comment je vais recréer le key pair? J'ai créé cette database et j'ai le key pair. Où est le key pair? Voici le key pair de cette database. Voici son key pair. Voilà le key pair qui est cette key pair. Donc, je peux ouvrir cette key pair. J'ouvre cette key pair. Voilà ce que j'ai comme le contenu de cette key pair. Je vais une fois copier cette contenu. Et maintenant, je vais partir dans mon bastion. Voici mon bastion. Nous sommes dans le bastion. Je vais créer un fichier avec via editor. Le fichier, je vais nommer ça exactement comme mon key pair. Nommer ça exactement comme mon key pair. Et maintenant, je vais coller le contenu de cette key pair. Je clique Escape et je WQ et point d'exclamation et je vais avoir fait le save. Si je finis comme ça et j'essaie encore de faire le SSH, ça ne passe pas parce que je dois changer les permissions de ma clé. Ok, je dois changer les permissions de ma clé. Donc la clé doit être seulement read. Ok, maintenant comment changer cette permission de la clé? Je vais venir ici, voici le commande. On nous a donné le commande de changer cette permission. Voici le commande. Et je viens dans mon bastion. Je colle là-bas. Et maintenant, les permissions sont changées. Est-ce que je peux avoir maintenant accès à mon bastion? Je clique ici.
et je viens dans mon bastion. Le bastion, lui, il faut qu'on est sûr qu'on a l'accès. On va entrer dans le bastion. Voici le bastion. Connect. Clique ici. Et non, on va avoir accès au database, pas dans le bastion, pardon. Database, oui. Clique connect. Sélectionne ici, oui. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir accès à notre database? Avant d'exécuter, il faut regarder cette adresse IP qui se termine avec 19. Donc, je vais exécuter maintenant. Maintenant, vous voyez, on a une nouvelle adresse IP qui se termine avec 220.28. Donc, maintenant, on est dans notre database. On a quitté d'ici. On a quitté d'ici de ma machine physique. On a eu accès à notre bastion et de cette bastion, on a eu accès à notre database. Voilà comment on va configurer le système pour donner accès seulement à une database engineer d'avoir accès dans le database. Donc voilà le premier, notre premier point qui est déjà accompli. Là, c'est bon. Deuxième, c'est création de S3 bucket. On peut créer un S3 bucket facilement. On vient seulement sur service. Vous cliquez sur S3. Vous allez voir S3 bucket. S3, c'est un service global. Vous ne pouvez pas créer. Si on veut créer S3, il va être un service global. Donc, il est disponible dans toutes les régions. Donc, on va dire create S3 bucket. Voici les buckets des gens qui sont là. Donc, je vais dire créer une S3 bucket. Et ici, le S3 sera le general purpose. Je vais écrire le nom de mon bucket, CLI bucket. Et je pense que je vais mettre SCL enable, c'est important. Et je vais même rendre mon bucket public. Tu cliques ici et tu confirmes que tu connais ce que tu es en train de faire parce que tu es en train de rendre cette bucket publique. Tu confirmes et à la fin, tu vas créer votre bucket. Create bucket. Le bucket, apparemment quelqu'un a déjà le nom CLI bucket. Donc le nom de bucket doit être unique. Non, c'est parce que j'ai utilisé les majuscules. Le nom de bucket doit être unique dans le monde. Personne ne doit pas utiliser le même nom comme toi. Et create bucket. Là, mon bucket est créé. C'est bon. Comment envoyer les dossiers dans cette bucket? Je peux envoyer les dossiers dans cette bucket. Je clique sur bucket. Voici mon bucket que je viens de créer. Je clique sur bucket. Et je clique sur upload. Et je vais cliquer sur add files. Où je peux faire le drag and drop ici. Mais je vais cliquer, ça peut être add folder, c'est-à-dire ajouter les dossiers. Add file, c'est-à-dire ajouter les fichiers. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Je clique sur add files. Je vais peut-être ajouter les photos. J'ajoute cette photo.
j'ajoute cette photo. Je mets ça là-bas. Et je clique sur Upload. Ok. La photo est là et c'est déjà bon. Maintenant, est-ce que je peux voir cette photo? Est-ce que c'est possible à voir cette photo? Oui, je peux voir cette photo si je veux. Je clique, voici la photo que j'ai envoyée. Tu cliques sur la photo et tu vas voir le URL de cette photo. Voici ça. Tu cliques sur cette URL. Tu viens ici. Tu colles le URL et tu cliques exécute. Maintenant, au niveau ci, vous n'avez pas accès à cette photo. Il faut donc donner accès à cette photo. On te dit access denied. Donc, il faut savoir comment donner accès à ces photos. Donc, je rentre dans mes buckets et je pars dans la permission et je fais le edit access control. Et ici, je vais donner everyone read. Et je vais dire, je comprends ce que je suis en train de faire. Et je vais faire Save Changes. Maintenant, je reviens sur mon bucket. Je fais le refresh. Et voilà la photo qui est là. La photo ci montre que le Cameroun, c'est une autre planète parmi les 8 planètes. Donc le Cameroun, c'est le 9e planète. Ça, c'est le jeu. Ok, on a accès à notre photo. On a accès à notre photo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a créé un bucket. On a mis les photos dedans. Et on peut voir ce qu'on a mis dans le bucket à partir de quoi? À partir de l'object URL. Donc, c'est possible de créer le bucket et mettre vos photos dans le bucket et donner le URL aux gens qui peuvent voir tes données. Dans le bucket, c'est le S3 bucket, c'est parmi des ressources que AWS vend à Netflix. Et presque tous les films de Netflix se trouvent dans le S3 bucket. Ok? Donc voilà, le S3 bucket c'est seulement un object storage. C'est un stockage qu'on peut utiliser pour stocker nos documents, nos films, nos photos, nos choses. Peu n'importe quoi, vous pouvez stocker ça dans le S3 bucket. Ok? Voilà S3 bucket. Maintenant, on va créer le High Availability. Le High Availability, c'est quoi? Le High Availability, c'est on doit créer un customized image, c'est-à-dire on doit créer une image qui est personnalisée. Et dans cette image, on va créer un launch template. Et sur cette launch template, on va créer un load balancer qu'on va ajouter les target group sur ça. Ok. Donc d'abord, on va créer l'image personnalisée. Qu'est-ce que l'image personnalisée? Imagine-toi, on a cette application qui est installée et l'application est live. Maintenant, si c'est quelque chose qu'on va faire beaucoup de temps, c'est-à-dire plusieurs fois, on va toujours faire ça, quelque chose qui est dans une manière répétitive. Il faut seulement créer une image. Au lieu de, quand on te dit déploie-moi cette application, vous allez créer une web server, vous allez faire la mise à jour de web server, vous allez maintenant copier et coller le code de cette site
au lieu de faire tout ça tout le temps, il faut faire ça dans une machine. Il faut faire ça dans une machine qu'on va dire machine. On va faire toutes on prend la machine-ci, on va installer tout ce qu'on veut dedans. Vous voyez, on va installer tout ce qu'on veut dans cette machine. Et maintenant, on va convertir cette machine à une image. Voici l'image. Donc, il faut qu'on fait la convertisation de cette machine à une image. On a déjà cette machine. Où est ça? Voici la machine. On a déjà cette machine qui contient tous nos serveurs. CLI Server. Ça contient tous nos serveurs. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces machines? On va le sauvegarder comme une image. Comment faire ça? Là où je suis ici. J'ai déjà configuré cette machine. Maintenant, il faut faire convertir cette machine à une image. Je vais convertir cette machine à une image. OK? On va faire ça. Je clique sur le serveur que je vais convertir. Je clique sur Action. Je clique sur Image and Templates. Et je clique sur Create Image. Maintenant, dans le Create Image, je vais donner le image name qui sera CLI Image. Et la description sera le même. Et le root sera, le volume sera la même. Je pense que tout est bon ici. Tag image and tag, et tout est bon. Je veux créer cette image. Il faut faire attention ici. Vous devez faire glisser cette petit truc là et vous allez voir Create Image. L'image a été créée. Comment voir que l'image a été créée? Vous avez vos images ici en bas. Ici, vous allez voir image et AMIs. Voici l'image que vous venez de créer et l'image est encore dans status pending. Donc faites attention, ne supprimez pas la machine quand l'image est encore en pending. Donc il faut toujours faire le refresh pour voir que l'image finalement est déjà disponible avant de supprimer la machine. OK? On doit être sûr que l'image est déjà là avant de supprimer la machine. OK. On va laisser l'image. L'image va rester là-bas et être créée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On vient dans notre schéma. On a déjà créé cette image. On va créer launch template, le launch template. Vous voyez, on va créer le launch template pour cette branche. On va créer une autre launch template. Et maintenant, on va créer un load balancer. Voici le load balancer qui sera là pour lier les launch templates avec les target group. Le load balancer va lier le launch template avec le target group. Maintenant, le trafic va passer comment? Ça va sortir de l'internet. Voici l'internet. Ça vient. Vous êtes ici dans le back-end et voici le front-end. Ça va sortir dans l'internet. Ça passe dans le load balancer. Ça passe dans le load balancer. Et c'est le load balancer qui va décider là où ça part. Si ça part dans le target 1 ou ça part dans le target 2, le load balancer va décider. Et dès que ça arrive ici, on va créer le auto-scaling group et attacher cette auto-scaling group sur notre target group. Et sur cette auto-scaling group, on va choisir combien de machines à créer. Dans cette situation, on va créer 3 machines.
dans nos subnets. Ok, voilà ce qu'on a fait, on va faire. Mais dans ce schéma, on a deux subnets. Ben, dans ce qu'on a créé, on a une seule subnet. Ok, donc ça n'a pas un problème. On peut toujours créer deux machines dans deux subnets différents. Donc je peux toujours créer une autre subnet là où on va créer cette machine. Pour vraiment respecter le schéma, il faut qu'on crée une subnet. Pas dans VPC. Et maintenant, on va créer un subnet qui sera un subnet public, bien sûr. On va créer ce subnet dans notre VPC. On va donner le side de cette subnet. Ça sera public subnet 2. Et ici, on va choisir 2 billes. Parce que le premier, lui, il est... Non, le premier, lui, il est à 2 billes. Donc, le deuxième doit être à 2A. Parce qu'on avait créé le private subnet à 2A et le public subnet à 2B. Donc, on va créer maintenant le deuxième public subnet à 2A. On descend. On fait 10.15.0.2/24. Et on va le créer. On a maintenant deux public subnets comme ça, deux public subnets. Donc on va envoyer le premier autoscaling dans le premier subnet et le deuxième autoscaling dans le deuxième subnet. Ok, on voit si l'image est déjà bon. Ok, l'image est déjà available, donc on peut créer notre launch template. Voici launch template qui doit être ici dans là où il y a les instances. On a launch templates. On doit créer un nouveau template, create launch template. Ok, d'ici on va choisir le nom de template, CLI template 1 et template version, on laisse ça par défaut. Auto scaling, cliquez sur guide to auto scaling. Ça c'est tout ce qu'il faut configurer ici. Et vous descendez ici en bas, vous allez choisir My API AMIs. Vous allez choisir ce qui est au milieu en tant que My AMIs ici. Et quand vous allez choisir, ça va vous montrer Owned by Me et ça va prendre cette AMI par défaut. Mais si vous avez beaucoup de AMI, il faut toujours sélectionner ce que vous voulez utiliser. Ça, ce sont les images. Vous descendez, vous allez choisir le instant type de cette launch template qui sera T2 Micro. Vous descendez, vous allez choisir key pair qui sera le key pair que vous utilisez. Et maintenant, cette launch template va être déployé. Le launch template 1 va être déployé où? Ça va être déployé sur le subnet public. Maintenant, on a subnet public tout court et subnet public 2. Donc, on doit choisir subnet public 1. C'est là-bas où on va déployer cette launch template. Dans le subnet public 1,
Ok, on nous dit qu'on enlève le public, le subnet sur ça. On dit do not specify. Oui, pour les raisons normales. Do not specify subnet. Ce qui est normal, bien sûr. Ok, dans le security group, on a notre security group qu'on peut utiliser. On va utiliser le public server security group. C'est ça le security group qu'on va utiliser. Le public server security group. Il faut utiliser cette security group. Parce que c'est le serveur. On est en train de configurer le launch template d'un serveur. Et toute cette internet configuration, il ne peut pas toucher. Vous descendez. Et vous pouvez créer votre launch template. Ok, le launch template, lui, il a été créé. Comment vous pouvez savoir que le launch template, lui, il a été créé? Voici un launch template. Voilà le launch template. Maintenant, on doit avoir deux templates. C'est-à-dire le launch template de cette application qui est le même. Parce qu'on va changer les templates de temps en temps. On peut changer le template 1 et on laisse le template 2 qui est toujours là. Après, on change le template 2, on laisse le template 1 qui est toujours là. Donc, on prend le deuxième. Le deuxième launch template. Clique sur Launch Template. Launch CLI Template 2. Et Provide Guidance to Help Auto-Scaling. Et on descend sur ma AMI et on va choisir notre AMI qui est le CLI Image. On descend. Instant Type, on va prendre T2 Micro. Ok, on descend, Keeper, on choisit notre Keeper, on descend, on prend le Security Group, qui sera le même Security Group, parce que ça a toutes les configurations qu'on veut. Public Server Security Group, ça sera le Security Group Public. On descend. Voilà tout ce qu'on a besoin. On va créer le template 2. Maintenant, on a créé cette launch template. On a créé le template 1. Voici ce qu'on a créé. On a créé le launch template 1. On a créé le launch template 2. Mais tous les launch templates, ils prennent la même image. C'est pour une raison. Ok? Tous les launch templates, ils prennent la même image, mais c'est pour une raison spécifique. Ok. Maintenant, après avoir créé ce launch template, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc créer le target group. On va laisser tout ça. On va venir créer le target group 1 et le target group 2 d'abord. On va créer le target group 1, le target group 2 et après on va créer le load balancer et attacher ça avec ces deux target group. Donc on crée d'abord le target group 1 et on crée le target group 2 et on va créer ce load balancer. Allons créer tout ça. On revient ici, on part dans EC2, on descend dans le target group. Voici les target group. On va créer target group. On laisse ça sur instance. On descend. On donne le nom de target group. Je vais dire first.
target group et on laisse toutes les configurations telles qu'elles sont. On arrive vers le VPC, on choisit notre VPC, CLI VPC. On descend, on laisse toutes les configurations telles qu'elles sont. On clique sur Next. Après, quand on est ici, on descend. On clique, vous descendez. Vous cliquez sur Create Target Group. Le Target Group 1 a été créé. Maintenant, on va créer le Target Group 2. Vous allez revenir sur Target Group, Create Target Group, Instances et le nom de Target Group, Second Target Group. Et vous laissez tout ce qui est là. Choisissez votre VPC qui est le CLI VPC. Vous descendez et vous allez cliquer sur Next. Et après vous descendez, vous allez cliquer sur Create Target Group. Cliquez sur Create Target Group. Donc les deux Target Groups sont déjà créés. Voici les deux Target Groups-ci qui sont déjà créés. Maintenant, on va créer le load balancer. On va créer cette load balancer. On revient ici. On descend sur load balancers. On va cliquer sur Create Load Balancer. Maintenant, ici, vous allez choisir le Application Load Balancer, le premier. Et vous allez cliquer sur Create. Et maintenant, le nom de Load Balancer, je vais mettre CLI Load Balancer. Après, ça sera Internet Facing. Je descends. Je mets le load balancer sur mon VPC qui est CLI VPC. Je descends. Je choisis les deux subnets. Subnet public 2 et subnet public 2B. Là où j'ai public subnet, le premier est subnet public. Ok, quand j'avais créé ce subnet, je n'avais pas à rendre ça public. Subnet public 2, je devais faire comme ça, action, edit subnet setting et auto assign public IP. Il faut toujours faire ça. Et save. C'est là maintenant où je peux dire, je peux revenir ici, je fais le refresh pour éliminer cette erreur. Je copie seulement le nom de load balancer. Je clique sur load balancer, je clique sur create load balancer. Je reviens sur create et je mets le nom de load balancer. Je descends Internet Facing. Je choisis le VPC qui est mon VPC. Je descends. Je choisis les deux subnet group. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, toujours il y a un problème. Pourquoi? Parce que ce subnet n'a pas été lié avec mon route table. Donc je descends sur route table, je clique sur CLI route table, je clique sur action, edit subnet route, je vais lier ça avec le subnet 2 aussi, je clique save et je clique sur action encore. Le route table lui là a été déjà envoyé dans le Internet Gateway. Donc le deuxième subnet est lié maintenant avec le route table. Je reviens encore ici pour voir si ça va encore nous donner l'erreur si
On recommence. Load balancer. Créer load balancer. Vous revenez, vous créez subnet. Load balancer, on met le nom. Internet facing, oui. Ici, CLI, oui. Maintenant, ici, on met 1. Maintenant, l'erreur est parti. On met 2. L'erreur est partie. Voilà comment résoudre cette erreur. On met security group. On enlève le default. Il faut enlever le default. Et on choisit notre security group qui est le public security group. On descend. Là où on a listeners, on va cliquer ici, target group. On a le first target. On va ajouter seulement le first target seulement. On descend. On descend. On va cliquer sur create load balancer. Le nom de load balancer ne doit pas être ok, ça doit être sélectionné comme ça. Ça ne doit pas avoir les espaces. Ok, le load balancer, lui, il a été créé. Quand le load balancer est créé maintenant, on revient ici en bas sur listeners and rules. Vous êtes sur listeners and rules, vous venez cliquer sur HTTP et vous allez choisir action et edit listeners. Maintenant ici, vous allez descendre et voir add target group. Ici maintenant, vous pouvez ajouter le deuxième second target et vous descendez, vous cliquez sur save changes. Ok, on a créé, on est où là? On a créé le target group 1, le target group 2 et on a créé le load balancer et on a lié cette load balancer avec ces deux target group. Troisième chose maintenant, on va créer le premier auto-scaling. Une fois que cet auto-scaling est créé, les machines vont commencer à être créées comme on a précisé. Ok? Dès qu'on va créer cet auto-scaling, les machines vont commencer à être créées seules. Ok? On va regarder. D'abord, avant de créer le auto-scaling, il faut que on fait le terminate sur le premier machine, le serveur qui était là. On détruit ça, terminate. Parce que ça ne sert à rien maintenant. Ok. Après avoir terminé cette machine, c'est en train de shutdown. Je descends sur auto-scaling, auto-scaling group. Je clique sur auto-scaling group. Je vais créer un auto-scaling group. Je donne le nom first auto scaler. Voilà le nom. First auto scaler. Et je descends sur launch template. Le first auto scaler va choisir le first template. Et je descends. Next. Maintenant sur Next, je vais choisir le VPC, mon VPC qui est CLI VPC. Availability Zone. Je vais choisir tout le Public Availability Zone, pas le Private. Je ne veux pas choisir Private, je choisis seulement le Public Availability Zone. Je descends, je clique sur Next. Maintenant, no load balancer, j'ai déjà créé un load balancer, donc attache existing load balancer. Je descends. Je vais choisir maintenant le target group de cette autoscaler. Ça va être le first target. Je descends.
Voilà tout ce que je dois faire là-bas. Je clique sur Next. Ici, je dois donner combien de machines que je veux que ça soit être dans cette target. À un moment donné, je veux 3 machines. Mais les plus moyennes machines que je veux, c'est 1. Il faut toujours une machine là-bas. Mais au maxi, je veux 10 machines. Je fais cette configuration. Je descends. Je clique sur Next. On n'a pas fait les notifications. Je vais vous donner comment on fait les notifications. Je clique sur Next. Et le tag, je vais nommer mes machines. L'endroit de tag, c'est le nom qu'on donne aux machines. Le key, c'est name. Et l'option, c'est first. C'est le nom que je donne maintenant aux machines. First servers. Et je clique sur Next. Après, on va me donner tout ce que j'ai configuré. Et quand je vois que c'est bon, je vais descendre, cliquer sur. Une fois que je vais créer sur Create Auto Scaling, les machines vont commencer à être créées. Ok, le premier Auto Scaling est là. Et on peut rentrer sur notre tableau ici. On va voir que 3 machines sont en pending. First server, first server, first server. Vous voyez? Maintenant, je vais créer le deuxième auto-scaling. Le deuxième auto-scaling, je descends, je viens sur Compute. Je descends sur Auto-scaling Group. Je vais créer le second auto-scaling. Autoscaler. Je descends. Launch template. Je vais prendre le template 2. Je descends. Next. Je vais descendre, choisir mon VPC. Availability Zones. Je vais choisir le premier et le troisième, c'est-à-dire dans le même subnet. Je appuie sur Next. Attach to existing load balancer. Oui, je vais attacher ça à mon target group 2. Je descends et c'est bon pour moi. Je vais cliquer sur Next. Maintenant ici, je vais mettre le desired capacity. Je vais mettre 4 pour montrer la différence entre les deux. Je descends. Minimum 1. Maximum 10. Je descends. Et je fais Next. Je peux toujours protéger ou je ne peux pas toujours protéger, c'est moi qui décide. Next. Dans le tag, je vais donner le nom et je vais mettre ça Second Web Servers. Et je vais cliquer sur Next et voir le résumé et je vais cliquer sur Create Auto Scaling. Maintenant, je reviens sur EC2 Instance. Vous allez voir que les First Auto Scaling, ils sont en train d'être créés. Et faire le reboot. Il y a le deuxième, second machine qui sont déjà là.
Ok, ils sont déjà là en train d'être initialisés. Le second web server sont déjà là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 web servers qui sont dans le autoscaling 2 et 3 web servers qui sont dans le autoscaling 1. First server, second server, third server. Vous voyez, 1, first, first. Ils sont 3 et les machines qui sont dans les autoscaling 2, ils sont 4. Second et second. Donc maintenant, pour avoir accès à toutes mes machines, je dois copier seulement le DNS de mon load balancer. Voici mon load balancer. Je dois venir ici, je clique ici, je vais copier que le DNS de cette load balancer. Je reviens ici en bas, je prends cette DNS, je pars ici en haut, je clique ici et je fais paste pour voir si je vais avoir accès aux machines qui sont déjà là. Et je mets /log app. Maintenant, à partir de mon DNS, j'ai accès. Donc, je ne sais pas maintenant si je suis dans le serveur A ou dans le serveur B ou dans le serveur C ou dans le serveur D. Je ne sais pas. Donc, c'est le load balancer qui décide là où je veux partir. Voici ce qui se passe. Quand je fais une collage sur mon web navigator, c'est le load, ça vient dans le load balancer. C'est le load balancer qui décide là où ça part. Si le load balancer envoie ça ici, ça va arriver ici. C'est le autoscaler qui va décider quelle machine où ça va partir. Vous voyez? Et si le load balancer envoie ici, c'est autoscaler qui va décider quelle machine où ça va partir. Maintenant, si je veux faire les types de déploiement, c'est quoi les types de déploiement? Les types de déploiement, c'est la manière où on fait les mises à jour. La manière où on fait les mises à jour. Comment on va faire les mises à jour? Maintenant, on a déployé cette application. Cette application est là. Si quelqu'un dit, bon, je ne veux pas cette photo, il faut qu'on change cette photo. Est-ce qu'on va partir changer la photo-ci dans tous nos serveurs? Non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un changement quelque part et on va changer toutes les photos qui sont déployées. Parce que tous nos codes viennent dans une configuration de base. On va seulement changer l'image de base et ça va changer tous les codes qui sont dans les serveurs. OK? Et pour faire ça sans temps d'arrêt, il faut configurer ça tel qu'on a fait pour faire ça sans temps d'arrêt. Et pour vous montrer ce qui va se passer, si on veut faire la mise à jour, on a 3 types de mise à jour. On peut faire récréation, c'est-à-dire on détruit tout et on va recréer à partir de 0. Donc là, maintenant, il y aura une coupage et après, le nouveau site va arriver. Mais si on veut faire une mise à jour sans temps d'arrêt, on va prendre Blue Green Deployment. Pourquoi Blue Green Deployment? Blue Green Deployment, c'est une manière où on va couper le réseau de cette load balancer. On va couper un parti et le parti qu'on a coupé, le load balancer va envoyer tous les flux dans cette autre partie et pendant ce moment-là, on est en train de faire la mise à jour de cette partie. Vous voyez, on est en train de faire la mise à jour de cette partie. Après avoir fait la mise à jour de cette partie, on va restaurer maintenant le trafic dans cette partie et couper cette autre partie, faire la mise à jour de cette autre partie et restaurer le 2. Donc, on appelle ça le blue-green. Si on coupe ceci, on a restauré, on a fait la mise à jour ici. Après, on fait la restauration, on voit qu'il y a un problème parce qu'on va toujours laisser ceci actif. On voit qu'il y a un problème ici.
on va faire le rollback dans le green. C'est pour ça qu'on appelle blue-green deployment. C'est-à-dire, on fait le déploiement dans le blue et on voit s'il y a problème. Et quand il y a problème, parce que toujours il y aura toujours des problèmes, quand il y a problème, on rentre dans l'ancienne version qui était le green deployment. Ok, voilà le blue-green deployment. Et le canary deployment, c'est une manière de faire le mise à jour avec le mise à jour, comment dire, il faut faire le mise à jour sans changer tout le système au même moment. Prenons un exemple, on a 100 machines ici et 100 machines ici. On veut faire le mise à jour. Maintenant, quand on veut faire le mise à jour, on va mettre 100 machines ici, 100 machines ici, et de cet autre côté, on va mettre maintenant que 30 machines. Donc ici, on aura 100 machines, ici, on aura 30 machines. Dans ces 30 machines, on va mettre le nouveau système dans ça. Ça veut dire qu'il y aura seulement 30% de trafic qui va entrer dans la nouvelle version et il y aura 70% qui va entrer dans l'ancienne version. Maintenant, si pendant cette période, il n'y a personne qui dit qu'il y a problème dans son application, progressivement, on va ajouter maintenant peut-être de 30 à 60 ou peut-être de 30 à 50. On va mettre ça à 50, 50. S'il n'y a pas toujours problème, on va mettre maintenant ceci à 60, à 40. S'il n'y a pas toujours problème, on va mettre à 70, 30. S'il n'y a pas toujours problème, maintenant on met à 100% et on change tout le système. Ça, c'est le canary deployment. OK? Comment contrôler tout ce déploiement? Il faut venir sur votre application, load balancers. Vous cliquez sur target group, non, sur load balancers, pardon, et vous allez revenir, cliquer sur le load balancer. Vous descendez sur HTTP et vous allez venir sur Action Edit Listener. Ici, là, maintenant, le pourcentage, c'est 50-50. Donc, si je vais totalement couper le flux de First Target Group, je vais mettre ça à 0. Si je mets ça à 0, ça veut dire, et je mets Save Changes, vous n'aurez plus l'accès à cette Target Group. Donc, on peut faire le mise à jour maintenant dans le Target Group-ci sans problème parce que le load balancer va envoyer tout le trafic dans le deuxième Target Group. Dès qu'on a fini, on va restaurer cette Target Group et on va voir si ça donne. Si ça ne donne pas, on va remettre le système dans l'ancienne par mettant ceci à 0. On va toujours mettre ça à 0 et tout va revenir dans l'ancienne. Mais si ça donne bien, ok, ça va. On met ceci maintenant à 0 et on met ceci, on fait le mise à jour ici en bas et tout le trafic va être envoyé au premier. Vous voyez? Maintenant, si c'est le cas de Canary, on va mettre ça peut-être à 10 ici et ici, on va mettre ça à 3. Vous voyez? Ceci, c'est la nouvelle version. Ça vient progressivement. Donc, il y a le nombre de gens qui vont avoir accès à cette application sont petits au début. Et avec le temps, on va augmenter ça. Avec le temps, on va augmenter ça. Dès qu'on augmente ceci, ceci se diminue automatiquement. Après le temps, on augmente. Après le temps, on augmente. Ça va être toujours comme ça qu'on va augmenter jusqu'à on va atteindre 50-50%. Ça veut dire la nouvelle version est maintenant à 50-50%. On va commencer maintenant à enlever l'ancienne version. On enlève petit à petit. On enlève petit à petit. On enlève petit à petit. Jusqu'au moment où on va totalement enlever toute l'ancienne version. Cette forme de déploiement est appelée Canary Deployment. Voilà les deux genres de déploiement qu'on peut avoir et voilà comment on peut contrôler cette application. Donc, je pense qu'on a terminé tout cet agenda et je vais vous montrer maintenant comment on va détruire tout ce qu'on a créé.
Bon, après avoir créé toute cette application, première chose à détruire, c'est vos autoscalers. Il faut aller sur autoscaling. Vous commencez là-bas, autoscaling group. Il faut détruire les deux autoscaling group. Et une fois que le autoscaling group est détruit, il faut détruire le load balancer. Cliquez sur load balancer. On détruit le load balancer. Après avoir détruit le load balancer, on revient sur target group. Faites attention, target group ne peut pas être détruit sans que le load balancer est totalement détruit. On va cliquer sur target group, détruire. Le target group est détruit. Donc vous allez commencer vers auto scaling, détruit, load balancer détruit, target group détruit, et vous venez sur launch template. Vous revenez sur launch template et vous allez détruire vos launch templates. Détruit. Et maintenant vous allez revenir sur, quand le launch template est détruit, détruire le premier et le deuxième parce qu'il y en a deux. Maintenant vous descendez sur AMIs, cliquez sur AMIs, action, deregister AMI. AMI est parti. Donc après avoir détruit tout ici, vous revenez sur votre VPC, cliquez sur VPC, action, delete VPC. Unable to delete VPC parce que il y a les machines qui sont dedans. Avant de détruire le VPC, il faut partir d'abord détruire les instances qu'on avait créées manuellement. Il y avait le database, il y avait le bastion qu'on avait créé manuellement. Il faut terminer cette instance. Vous voyez que une fois que le auto-scaling group est supprimé, toutes ces machines sont déjà en train d'être supprimées. Donc les machines qu'on avait créées manuellement, il faut qu'on termine ça avant de détruire notre VPC. Dans les machines, les états sont à shutting down. Donc jusqu'à ça montre terminated. Ok, on peut partir maintenant détruire notre VPC. Donc ça va prendre tout ce qui est dans cette VPC. On va tout détruire. Et arrivé ici, vous avez tout fait et vous avez tout détruit et vous êtes bon. Ok, si vous avez une question ou vous avez un doute quelque part, vous pouvez toujours écrire et laisser votre message. On va répondre comme on peut répondre ou quelqu'un d'autre peut répondre. Ok, merci et
Gars, il faut travailler, il faut toujours pratiquer, pratiquer plusieurs fois par jour. Ça va rester. Ok, à tout à l'heure.